Quelques définitions je ferai rapidement, et ensuite je vous parlerai des principales réponses physiologiques à l'altitude. Donc ça veut dire que je vais à l'essentiel, il y en a énormément des réponses physiologiques, donc biologiques à l'altitude. Moi je me limiterai à l'essentiel, je ne parlerai pas non plus de tous les aspects psychologiques, même si c'est des choses qui sont très importantes, mais voilà, il faut serrer les aspects. Et enfin, je parlerai un petit peu du devenir, de la capacité à l'effort lorsqu'on va en altitude. Ça, je ne vais pas vous apprendre que celle-ci est modifiée, et on va essayer de savoir un peu plus comment. Alors la haute altitude, on va principalement parler ce soir de ce qui concerne la pression barométrique et ce qui a une influence sur la disponibilité de l'oxygène et le manque d'oxygène. Mais c'est juste aussi cette diapo pour rappeler que la haute altitude, ce n'est pas uniquement une question de manque d'oxygène, même si c'est au centre du problème, on va dire, mais il y a d'autres choses. Il y a évidemment la température qui diminue. La température diminue en fonction de l'altitude, et vous savez tous probablement ici qu'à très haute altitude, il fait extrêmement froid. Que l'humidité de l'air diminue aussi considérablement en altitude, et que ça peut aussi avoir un impact sur notre santé quand on séjourne en altitude. Et puis enfin, le rayonnement solaire, il augmente au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Et nous, on va se centrer sur la pression atmosphérique qui a des répercussions sur l'oxygène. Quand on monte en altitude, donc, plus on s'élève dans l'atmosphère, plus la colonne d'air qui est au-dessus de nous est moins importante, moins il y a d'air qui appuie, et du coup la pression atmosphérique ou barométrique, elle diminue. Et vu que, quel que soit l'emplacement dans l'atmosphère, le pourcentage d'oxygène est le même, du coup, quand il y a une baisse de la pression barométrique, il y a une baisse proportionnelle de la pression de tous les gaz, donc de la pression en oxygène. Ça, c'est dans l'air. Dans l'air qu'on inspire, il y a une baisse de la pression d'oxygène, et du coup, ça a une répercussion immédiate sur ce qu'il y a dans notre corps, et on va avoir une baisse de la pression en oxygène également dans notre sang, et puis après dans tous les tissus de l'organisme. Et du coup, quand on a cette baisse de pression en oxygène, on a en fait une capacité de transport de l'oxygène dans le sang qui est diminuée, et tout ça, on appelle ça communément l'hypoxie. C'est le manque d'oxygène qui est aussi bien ce qui se passe dans l'air qu'on respire que la conséquence dans nos poumons, puis dans notre sang, et ensuite dans nos tissus. Alors, j'ai pas beaucoup de graphiques, mais je vais quand même mettre celui-là, voilà, parce que je pense qu'il est important. C'est le lien entre cette pression d'oxygène qu'il y a dans notre sang, et puis ce qu'on appelle la saturation d'oxygène, qui est un reflet de ce que peut transporter notre sang. Vous avez sans doute déjà vu ce petit appareil qui s'appelle un oxymètre, qui permet de mesurer cette saturation artérielle en oxygène. Et quand on est au niveau de la mer, eh bien, le sang, ou plutôt les globules rouges qui transportent l'oxygène, sont totalement saturés en oxygène. C'est pour ça que là, vous voyez sur la petite photo, il marque 97, on est quasiment à 100% de saturation lorsque la pression d'oxygène est normale. Par contre, évidemment, quand on monte en altitude, vu qu'il y a une relation liée en forme de S entre ces deux paramètres, eh bien, quand la pression d'oxygène diminue, la saturation va diminuer aussi, et on va pouvoir transporter beaucoup moins d'oxygène. La courbe pourra avoir une autre forme, mais là, elle est comme ça. Et par exemple, vous voyez que si on est au sommet de l'Everest, on a à peu près 50% de saturation d'oxygène au lieu de 100%. Donc c'est une baisse qui est considérable et qui va impacter absolument tous les tissus, tous les organes. Alors quelques définitions par rapport aux tranches d'altitude qu'on rencontre sur Terre. Alors en physiologie, on se réfère sans arrêt à l'Everest parce que c'est la montagne la plus haute de la Terre. C'est parce qu'il y a aussi pas mal de données sur cette montagne, parce qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui y vont. Donc c'est pour ça qu'on prend toujours le gradient entre le niveau de la mer et puis le sommet de l'altitude terrestre. Juste quelques chiffres, vous voyez la pression barométrique au niveau de la mer c'est 760, au sommet de l'Everest c'est 236, ça a baissé des 2 tiers. C'est pareil pour la pression en oxygène, vous voyez ici 150, ça c'est la normale, pression partielle en oxygène au sommet de l'Everest, vous n'avez plus que 1 tiers de cette pression partielle. Et ensuite, en ce qui concerne les tranches d'altitude, il y a un premier seuil, c'est à 1000 mètres, c'est ce qu'on appelle la basse altitude, c'est déjà plus le niveau de la mer.
On remarque principalement rien à cette altitude, excepté sur la performance maximale, c'est-à-dire quand on fait un exercice extrêmement intense, on a déjà une petite diminution de la performance physique maximale, et c'est d'autant plus sensible que le niveau d'entraînement est élevé, c'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau en endurance, il va être plus impacté par une altitude, même de 1000 mètres, qui est très modeste, que quelqu'un qui est peu entraîné. Deuxième seuil, c'est 2000 mètres d'altitude, ça s'appelle la moyenne altitude, où là, ce qu'on ressent un tout petit peu à l'exercice en basse altitude, on va le ressentir plus à cette altitude moyenne. Et là, on a tous remarqué que si on fait la course à pied à 2500 mètres, c'est plus dur que si on fait de la course à pied au niveau de la mer. On monte encore d'un cran, on arrive en haute altitude, c'est 3500 mètres à peu près, le début de la haute altitude, où là, non seulement c'est difficile de faire un exercice physique, mais on commence à avoir des effets qui sont ressentis au repos également. Et puis, c'est une altitude seuil où les problèmes médicaux peuvent commencer, ça, Marianne vous en parlera tout à l'heure. On monte encore, on atteint 5500 mètres, c'est le seuil de la très haute altitude, et 5500 mètres, c'est considéré comme la limite de l'habitat permanent chez l'humain. On considère que la vie permanente est impossible au-dessus. Jean-Paul Richelieu vous a montré des tentes à 6500 mètres pendant 4 semaines, mais je ne pense pas qu'ils auraient pu rester une année entière là-haut, ou alors en se dégradant vraiment. Et puis après, on arrive à l'Everest, où on considère, et on a longtemps considéré que c'était impossible l'Everest, que c'était pas possible de gravir l'Everest sans oxygène, et puis que la vie humaine est impossible à cette altitude. Alors que la vie humaine soit impossible à 8800 mètres, on a peu de chances de se tromper. Par contre, on pensait que c'était pas possible de grimper là-haut sans oxygène, et puis des alpinistes ont démontré le contraire. Là, vous avez une photo de Messner en 78 avec Peter Abler sur l'Everest sans oxygène. Donc il a prouvé par la pratique le contraire de ce que prédisaient les équations de physiologie. Il y a aussi ce record qui est assez hallucinant, c'est 21 heures passées au sommet de l'Everest par Babouche Sherpa sans oxygène supplémentaire. Il n'a pas tout à fait fait 24 heures comme il voulait faire, mais enfin, en termes de stress physiologique, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Bon, après, c'est pas n'importe qui, c'est un Sherpa, c'est quelqu'un qui est issu d'un peuple qui est partiellement adapté à la haute altitude, mais enfin voilà. Et puis, concernant l'altitude limite pour l'habitat permanent humain, il y a cette ville au Pérou, la Rinconada, qui est à 5300 mètres, et puis regardez, c'est quand même 50 000 habitants, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Salon, je crois que c'est 40 000, donc c'est pas non plus un petit campement de rien du tout, et on est proche de la limite de l'habitat humain, et pourtant les gens y vivent sans trop de difficultés. Alors, les principales réponses physiologiques en altitude, j'ai volontairement ciblé les réponses pour vous présenter les plus classiques, qui interviennent dans 3 organes, qui sont d'une part les poumons, d'autre part le cœur et d'autre part le sang. Je vais vous parler brièvement de la respiration, la ventilation pulmonaire qui augmente en altitude, en vous donnant quelques précisions là-dessus. Quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est important, c'est la pression qui règne dans les artères de la circulation pulmonaire. Ça aussi, ça augmente quand on va en altitude. Ensuite, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est important, c'est la pompe cardiaque qui va fonctionner davantage à un rythme accéléré et peut-être un peu plus ample en altitude. Et puis enfin, la dernière et plus fameuse, on va dire, adaptation chez l'homme en haute altitude, c'est les modifications à l'intérieur du sang. Alors une qui n'est pas très connue, que je vais brosser brièvement, c'est la diminution du volume de liquide dans le sang. Et puis après, celle que vous connaissez tous, c'est l'augmentation du nombre de globules rouges, ce qu'on appelle la polyglobulie d'altitude, qui se met en place quand on est exposé un certain temps. Alors, première chose, dans les poumons, la respiration s'accélère, ça aussi vous l'avez peut-être tous déjà noté. Il faut savoir que c'est une adaptation qui est une réponse physiologique qui est immédiate, dès qu'on est en altitude, ça se produit. Et puis après, ça s'estompe, pas du tout avec l'acclimatation, ça reste, voire même c'est majoré.
Ici, vous avez un petit graphique qui vous montre la respiration, hein, le débit d'air en litres par minute en fonction de l'intensité d'un effort, par exemple sur un vélo. Vous avez la courbe au niveau de la mer, là, vous voyez, ça monte au fur et à mesure que l'effort s'accroît, je ne vous apprends rien. Et bien, quand on fait le même effort à 4500 mètres, bien, cette ventilation, elle monte. Et quel que soit le niveau d'effort, hein, par exemple la petite flèche noire, je ne sais pas, par exemple 100 watts ou 200 watts, pour un niveau donné, vous respirez plus fort. Et quand on est acclimaté, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire que la courbe, si je remets en arrière qui est là, hop, elle monte. Donc ça s'appelle l'acclimatation ventilatoire et ça dure aussi longtemps qu'on reste exposé à l'altitude. Et ça c'est intéressant parce que si je reprends ma petite courbe de tout à l'heure, respirer plus fort, ça permet de faire remonter un petit peu la pression d'oxygène. Et si je remonte la pression d'oxygène, je remonte la saturation, donc je remonte un petit peu la capacité de transport d'oxygène dans le sang. Et du coup, ça, c'est une véritable compensation, et s'il n'y avait pas ce mécanisme en haute altitude, ce serait encore pire. Donc heureusement, on est bien fait de ce côté-là, on répond de façon tout à fait efficace sur le plan des poumons et de la respiration. Alors donc un truc qui est un peu moins connu, qui intéresse beaucoup le corps médical, parce que ça, quand ça déraille, ça pose des problèmes, mais il faut savoir que chez tout le monde, dans une certaine mesure, il y a une augmentation de la pression artérielle dans la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, c'est celle qui est entre le cœur et les poumons. Ça, c'est quelque chose qui est aussi immédiat. Dès qu'on met quelqu'un en manque d'oxygène, cette variable va monter un petit peu, puis après, ça a tendance à rester élevée, même quand on reste un certain temps en altitude. Alors quel peut être l'intérêt d'une augmentation modérée de la pression artérielle pulmonaire? Alors c'est pas un intérêt au même titre que l'augmentation de la respiration, mais en tout cas ça permet un petit peu d'améliorer l'oxygénation pulmonaire en la rendant un petit peu plus homogène. Mais par contre, j'ai bien insisté sur le terme de modéré, parce que si ça se met à trop monter, cette variable, ça va créer des problèmes, et ça, Marianne vous en parlera tout à l'heure. Enfin, il faut savoir que voilà, il se passe quand même quelque chose au niveau de cette pression, chez tout le monde, ou presque, quand on va en altitude. Alors maintenant, si on va à l'étage du dessous, la pompe cardiaque, le débit cardiaque, donc c'est le flux de sang qui est éjecté du cœur. Eh bien, quand on est en altitude, de la même façon que la respiration, le cœur éjecte plus de sang à chaque minute, et ça, c'est immédiat. Par contre, ça, c'est pas un truc qui dure ad vitam aeternam avec l'acclimatation, ça va avoir tendance à se normaliser au fil du temps passé en altitude. Et comme tout à l'heure, j'ai fait un petit schéma ici avec en abscisse l'intensité de l'effort, et puis en ordonnée le débit cardiaque. Donc cette fois-ci, c'est le débit de sang qui sort du cœur à chaque minute. Vous voyez, vous avez une belle relation toute droite là, au niveau de la mer, entre ces deux variables. Et quand on est en altitude, à 5000 mètres par exemple, eh bien, ça monte. Pour un niveau donné d'exercice, comme tout à l'heure, eh bien, on a un débit cardiaque qui est plus élevé. Par contre, une fois qu'on est vraiment acclimaté, ça a tendance à revenir à peu près à la même valeur. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt d'avoir une pompe qui marche plus vite, c'est de transporter plus de sang, donc de transporter plus d'oxygène. C'est une augmentation du transport convectif de l'oxygène, et ça aussi c'est un intérêt évidemment pour prendre le relais de l'amélioration de la respiration. Alors ensuite, si on passe dans le compartiment sanguin, la première chose, et ça c'est un truc qui est peut-être moins connu que l'histoire de la synthèse des globules rouges, c'est quelque chose qui va venir avant, mais qui va avoir un effet rapidement et qui va permettre d'enclencher l'acclimatation du sang avant qu'on fabrique des globules rouges. C'est la baisse du volume de liquide, qui s'appelle le plasma dans le sang, et qui intervient très tôt, c'est-à-dire après 24 heures en altitude, c'est déjà quelque chose qui se met en place, et ensuite ça va persister avec l'acclimatation. Alors je vous ai fait un petit schéma pour illustrer mon propos. À gauche, vous avez la situation au niveau de la mer, vous avez un échantillon de sang avec en jaune le plasma, puis dedans il y a des globules rouges. Il y a 12 globules rouges dans mon exemple. C'est complètement artificiel, mais voilà, il y a 12 globules. Au bout de 24 heures en altitude, il y a toujours 12 globules.
Hein, fabriquer un globule rouge, c'est long, et ça prend surtout pas 24 heures, ça prend plus que ça. Par contre, ici, il y a moins de liquide, donc il y a une augmentation de la concentration en globules rouges. C'est une augmentation apparente parce qu'il n'y a pas des nouveaux globules, mais on a concentré les globules dans un volume plus petit. De la même façon, si vous avez un bac d'eau salée et qu'on laisse évaporer l'eau, l'eau elle aura un goût plus salé parce qu'il y aura moins d'eau et la même quantité de sel. C'est clair? Et ensuite seulement va prendre le relais l'adaptation phare chez l'homme, qui est l'augmentation du nombre total de globules rouges. Ça, c'est grâce à une hormone qui s'appelle l'EPO, l'érythropoïétine, qui est sécrétée par les reins et qui va promouvoir la synthèse de ces globules rouges. Mais ça prend du temps. Fabriquer des nouveaux globules rouges en altitude, ça prend 15 jours à 3 semaines. C'est pas du tout un truc qui se produit au bout de 2 jours. Et évidemment, ça persiste avec l'acclimatation. Tant qu'on est en altitude, on a un excès de globules rouges par rapport au niveau de la mer. Donc après, mon schéma, il devient ça. Ça, c'était le volume plasmatique qui a assuré la concentration du sang au début. Et puis ensuite, là, il y a 16 globules au lieu de 12, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns en plus. Et du coup, ça continue à augmenter le transport, enfin la capacité de transport de l'oxygène, parce qu'on a plus de transporteurs d'oxygène dans notre sang quand on est acclimaté. Et du coup, voilà, là, on a une augmentation du nombre total de globules rouges. Là, j'en avais 12, là, j'en avais 12, là, maintenant, j'en ai 16. Et du coup, l'intérêt de la baisse du volume de plasma est associé à une augmentation du nombre de globules rouges. Et bien tout ça, ça permet au final d'augmenter la capacité de transport de l'oxygène par le sang. Et c'est un mécanisme qui est robuste, qui est important, et c'est ça qui nous permet de mieux vivre en altitude et de compenser le fait qu'il y a moins d'oxygène. On a moins d'oxygène, on a plus de transporteurs, on a un sang qui est plus riche en transporteurs d'oxygène et on se comporte mieux. Et sur les ratios, c'est à peu près 50-50 entre la baisse du premier et l'augmentation du deuxième. Alors là, j'ai fait un petit résumé des différentes réponses physiologiques, hein, parce que là, je vous en ai décrites plusieurs rapidement. Donc je rappelle, la ventilation pulmonaire, dès qu'on arrive en altitude, elle augmente, et puis après, elle augmente encore plus. La pompe du cœur, le débit cardiaque, il augmente tout de suite, et puis il reste augmenté un certain temps, et puis après, il va avoir tendance à revenir vers la normale, même s'il ne revient pas complètement, mais c'est la tendance. Cette pression artérielle pulmonaire, qui est moins peut-être importante en termes d'adaptation pour le transport de l'oxygène, mais qui est là, elle est voilà, augmentée un peu au fil du temps, tout le temps. Le volume de plasma dans le sang, il faut quand même 1 à 2 jours pour se mettre en place, mais c'est rapide et puis il va persister. Et puis enfin, le nombre de globules rouges, le truc ultime, c'est plus long, ça prend des semaines. Et sachant que les deux phénomènes, je pense qu'il faut retenir, qui sont les plus importants, c'est les deux qui sont encadrés, c'est vraiment la respiration qui augmente fortement et durablement, et le nombre de globules rouges qui finit par s'installer en excès et qui va vraiment aider à l'acclimatation. Pour finir, un petit mot sur la capacité à l'effort en altitude. Là, vous avez un alpiniste qui arrive encore une fois au sommet de l'Everest, c'est Peter Adler, je crois, qui a l'air un peu fatigué quand même. Sans oxygène, hein, c'est extrêmement extrême ce qu'il fait. Et ça, on peut l'objectiver par des tests d'effort en mesurant la consommation maximale d'oxygène d'un individu en fonction de l'altitude. Donc la consommation maximale d'oxygène, on dit souvent que c'est un peu la cylindrée des individus. Et c'est un bon reflet aussi des capacités d'endurance. Même si ce n'est qu'un test de laboratoire qui a ses limitations, ça permet quand même de... Voilà, pour les sports aérobies, c'est un bon indicateur. Là, vous avez la VO2 max, donc consommation maximale d'oxygène en pourcentage, hein, le maximum qui est à 100% en fonction de l'altitude. Et vous voyez que ça se dégrade au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Ça se dégrade d'abord doucement et puis de plus en plus vite. Et vous voyez que par exemple, si vous êtes au sommet du Mont Blanc, vous avez perdu 30% de vos capacités physiques aérobies.
Et au sommet de l'Everest, alors là, c'est plutôt la cata parce qu'il reste 20-25% des possibilités qu'on avait au niveau de la mer. Donc c'est une baisse qui est énorme. Et ce qui est intéressant de voir aussi sur ce schéma, c'est que qu'on soit acclimaté ou pas, ça ne change pas fondamentalement la courbe. Alors évidemment, il n'y a pas de point en hypoxie aiguë, c'est-à-dire non acclimaté vers l'Everest, parce que ça, c'est pas possible. Mais jusqu'aux altitudes où on peut faire subir ce genre de stress à l'organisme, on remarque que ce n'est pas tellement différent quand on est acclimaté ou quand on n'est pas. Effectivement, quand on s'intéresse à l'acclimatation à l'altitude et à la performance, il faut savoir que ce facteur, la VO2 max, ça baisse tout de suite dès qu'on arrive en situation de manque d'oxygène, et puis après ça reste bas tout au long du séjour en altitude. Ça remonte finalement assez peu. Par contre, ce qui est sous-maximal, hein, c'est-à-dire un exercice d'endurance moins intense mais prolongé, ça on sait que quand on est acclimaté, ça a tendance à être partiellement récupéré. Donc quand on arrive, ça baisse, et quand on reste en altitude, ça remonte quand même d'une certaine façon, même si ça ne rejoint pas les valeurs évidemment du niveau de la mer. Pour finir, je voudrais juste vous montrer une diapo concernant les vitesses ascensionnelles les plus rapides relevées en Himalaya. Et là, je m'appuie sur les travaux d'une personne qui s'appelle Rodolphe Popier, qui a fait toute une investigation là-dessus à partir de l'Himalayan Database, et qui sont très intéressantes, et évidemment qui corroborent les valeurs de laboratoire, mais qui sont assez éloquentes. Il a répertorié ce qu'il pense être, alors c'est vraiment, il a fouillé longuement dans cette base de données, les ascensions les plus rapides sans oxygène en Himalaya. Donc vous voyez des noms connus d'ascensionnistes. Il a pris comme cut inférieur 7000 mètres d'altitude et il a mis les dénivelés optiques qui ont été parcourus, et puis surtout ce qu'il faut regarder, c'est la colonne de droite avec les vitesses ascensionnelles à ces altitudes. Alors bon, elles ne sont pas toutes comparables, hein, parce qu'il y a des tranches d'altitude qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous voyez, Chad Kellogg entre 7009 et 8003, c'est pas forcément la même chose que Denis Orobuco entre 7100 et 7400. Mais cela dit, ça vous donne quand même une idée de la vitesse ascensionnelle qui est en moyenne inférieure à 300 mètres/heure, même chez les tout meilleurs, y compris des individus comme Kilian Jornet qui, à plus basse altitude, ont des vitesses ascensionnelles stratosphériques, hein, sur des kilomètres verticaux et des choses comme ça. Il y a une certaine forme de nivellement, et disons que 300 mètres, ça semble être une limite supérieure chez l'homme en très haute altitude, avec... bon, il y a deux valeurs chez les Sherpas, mais on a quand même cette valeur chez un Sherpa qui frise les 400 mètres/heure, ce qui est considérable et ce qui tente à montrer que... Alors c'est assez anecdotique tout ça, mais ce qui tente à montrer qu'ils iraient un peu plus vite. Ça semble être pas grand-chose ce tableau, mais c'est un travail d'investigation hyper long parce que les alpinistes, ils ne fonctionnent pas avec des cellules comme dans un slalom. Hein. Il y a tout un travail de confirmation des altitudes, des temps de parcours à la minute près, si on veut avoir une valeur un peu plus fiable. Mais bon, c'est 300 mètres/heure, je vous rappelle, un kilomètre vertical, on est sur 2000 mètres/heure, hein, donc vous voyez, il y a une chute de performance qui est importante. En conclusion, j'aurais tendance à dire que l'organisme humain met en œuvre des réponses physiologiques qui sont efficaces en haute altitude, hein, c'est quand même des mécanismes qui font quelque chose. Si on compare ça à un autre environnement qui est le froid, on s'acclimate très mal au froid, hein, l'espèce humaine. L'altitude, on va quand même bien s'y acclimater, on arrive à tolérer des choses assez extrêmes. L'effort physique reste possible en très haute altitude, hein, comme je l'ai indiqué, uniquement chez un alpiniste acclimaté. On est bien d'accord, sans acclimatation, il serait absolument impossible de faire une ascension à très haute altitude. Et puis, vu qu'on parle de très haute altitude, hein, la réalisation d'une performance en très haute altitude, c'est une conjoncture de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend à la fois d'ajustements physiologiques complexes, multiples, qui ne sont pas tous vraiment connus, et puis évidemment d'une construction mentale appropriée. Alors là, ça veut tout dire et rien dire, mais il faut évidemment un mental particulier pour arriver à prendre suffisamment de risques, mais garder un discernement suffisant aussi dans un environnement qu'on peut qualifier de hypnotique. Quand même, à l'altitude, il y a une certaine
un certain manque de discernement possible, et donc c'est tout ça qui fait qu'on arrive à des performances de premier ordre en très haute altitude. Je vous remercie.